Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où l'on... Salut, moi c'est Marie et la seule chose que je veux conjurer, c'est un compte en banque bien rempli. Et moi, c'est Anaïs et je suis hantée par la réforme des retraites. Oui. Cette semaine, on va regarder Conjuring. Je croyais que c'était The Conjuring. Alors, c'est The Conjuring en anglais. Ah oui, les Français adorent enlever les œufs. Voilà, et en français, c'est Conjuring, les dossiers Warren. C'est un film de James Wan. Je sais pas qui c'est. Tu vois pas qui c'est ? Non. Il a réalisé Furious 7. Ah, mais j'ai beaucoup aimé Furious 7, ça m'a fait Voilà. pleurer. Il a aussi réalisé très récemment Malignant. Si on a le temps, peut-être que j'aimerais te montrer Malignant parce que je suis très curieuse de voir ce que tu penserais de ce film. C'est pas Maleficent avec Angelina Jolie. Non, c'est autre chose. Mais Conjuring, c'est vraiment le film qui a mis un peu James Wan sur le radar de tout le monde. Pas sur le mien. C'est ça. Et non, en réalité, le film qu'il a mis sur les radars de tout le monde, c'est Saw. Ah oui, bah ça j'en ai entendu parler. Et ensuite, il a fait Insidious, qui partage une partie du casting avec Conjuring. Mais Conjuring, c'est vraiment, pour moi, de ceux-là, le meilleur. Et c'est celui qui a vraiment prouvé ce qu'il pouvait faire en termes de réalisation. C'est un film de 2013, donc c'est le plus récent, je pense, de tous ceux que je t'ai montrés pour l'instant. Personnellement, j'ai mis beaucoup de temps à le découvrir parce que j'avais peur de le voir. Et quand je l'ai découvert, j'ai compris pourquoi, parce que j'ai eu peur en le regardant. Mais honnêtement, je ne sais pas du tout ce que toi, tu vas en penser. Je suis très curieuse. Qu'est-ce que tu sais de Conjuring ? Bah, je sais que ça s'appelle Conjuring, donc j'imagine qu'il y a des sorcières ou un truc où ils conjurent un démon, ou je sais pas. Il y a sûrement une part de surnaturel, j'imagine. Et le fait que tu aies eu très peur m'indique ça aussi, parce que c'est comme l'exorciste, c'est des trucs qui touchent à des cordes sensibles chez toi. Mm-hmm. Mais j'aime pas le titre. Ça me donne pas envie de le voir. En plus, il a fait Saw, ça a l'air horrible. En fait, c'était un projet qu'il a monté avec Lee Whannell, qui est aussi un réalisateur de films de genre, qui est très cool. Mais Saw, c'est une catégorie très différente de films d'horreur par rapport à Conjuring. Saw, c'est un film de torture porn. Ouais, bah justement, non. C'est vraiment du torture porn gentil. C'est pas martyr, quoi. Non, mais ça va, non. Torture et porn dans la même phrase, c'est non, en fait. Honnêtement, je pense que t'aimerais bien Saw. Je vais le revoir parce que je l'ai vraiment pas vu depuis que j'étais au lycée, mais je sais pas. Qu'en pensez-vous, auditeurs, auditrices ? Est-ce que je dois montrer Saw à Marie ? Mais ils vont tous dire oui, évidemment, parce que j'ai dit que je voulais pas le voir, donc là... Mais revenons à Conjuring. Donc effectivement, Conjuring n'est pas dans cette sous-catégorie du film d'horreur. C'est plutôt dans la catégorie de la maison hantée. Ah, trop bien. Moi, c'est un genre que j'adore, Ouais. mais qui me fait aussi très peur parce que j'ai toujours peur que ma maison soit hantée. On se souvient de la scène du grenier dans L'Exorciste qui m'avait vraiment terrifiée à l'enfance. Donc, c'est dans une maison hantée. Je ne t'en dirai pas plus. Et je ne l'ai pas revu depuis assez longtemps. Est-ce que tu penses que tu vas aimer ? T'en sais rien, tu sais rien sur le film. Ouais, voilà. Okay. Mais maison hantée, a priori, je trouve ça cool. Mais ça dépend, la façon dont on est hanté. Si on est hanté et passif, c'est chiant. Mais si c'est les sœurs Halliwell qui sont hantées, c'est fun. Je sens que tu as envie de sorcière, toi. Ouais, mais je pense pas que ça va être le cas apparemment. Mais les dossiers je peux Warren, trouver des trucs de sorcière. Les dossiers Warren, ça m'évoque plus des trucs à la X-Files ou des trucs comme ça, genre un dossier secret, machin et tout. Mais bon, j'en sais rien. Enfin, vraiment, là, je sors tout de mes fesses, parce que j'ai vraiment aucune idée de quoi parle ce film. Est-ce que tu penses que je vais aimer, moi ? Honnêtement, j'ai bon espoir en me basant sur tes réactions jusqu'à présent. Je pense qu'il peut y avoir pas mal de choses qui vont te plaire dans ce film. Mais comme c'est un des films de la liste que j'ai le moins revu, peut-être que j'en ai gardé un souvenir hyper puissant et qu'en fait, quand on va le voir, ça va être un peu comme un soufflet qui retombe. Tu le revois pas parce que t'as peur ? Oui. Disons qu'il y a des choses dedans qui font que je peux pas vraiment me détendre en le regardant, alors que, par exemple, devant Alien, je me relaxe, quoi. C'est comme un petit bain. Il y en a d'autres sur la liste, je pense vraiment qu'ils vont te saouler. Celui-là, c'est pas le cas. Je pense que tu vas bien aimer. Comme pour chaque épisode de cette saison d'Amis, on va faire notre petit jeu. Je vais te montrer l'affiche du film et tu vas essayer de deviner ce qu'il se passe dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur l'affiche ? Ce qu'il y a sur l'affiche, c'est un arbre avec une corde, une maison avec des colonnes blanches derrière. Vraiment, ça m'évoque rien de bon, là. Mais ça a l'air de se passer, je sais pas, en Nouvelle-Angleterre ou un truc comme ça. Ah, oula, oh là là. En fait, la corde sur l'arbre, elle est vide, mais il y a le reflet par terre d'un corps. Et c'est une femme en robe de chambre ou en chemise de nuit, je dirais.
ou en robe juste, hein, mais moi je dirais en chemise de nuit pieds nus, apparemment. Et donc derrière, il y a une maison, donc j'imagine que c'est cette maison hantée. J'espère que c'est elle qui va les hanter. Et le titre, c'est The Conjuring, based on the true case files of the Warrens, donc sur le dossier des Warren. Donc j'imagine que les Warren, c'est une famille. Et c'est censé être une histoire vraie, mes fesses. Voilà, je regarde les acteurs, je vais connaître personne. Ah, Vera Farmiga, Patrick Wilson, je l'adore. Et Ron Livingston, que j'aime beaucoup aussi, qui était dans Band of Brothers, qui est vachement cool. Et aussi qui est Burger dans Sex and the City. I can't, don't hate me. Ah oui, beau casting. Patrick Wilson, on signe direct. Hein. Il n'y a pas de problème. Ah ouais, voilà. Et Vera Farmiga, je l'adore vraiment. Elle a aussi un petit lien avec le monde de l'horreur, puisqu'elle a joué pendant longtemps dans Bates Motel. Oui, bah ça, je sais, je ne l'avais jamais regardé. Parce que, voilà. Bah, surtout que tu n'as pas vu Psycho en plus. Donc, Ah oui, c'est lié à ça? Oui. Mais donc, que tu vas découvrir, je suis très contente de ta réaction. Si ce film te plaît, ce qui est cool, c'est que ça va ouvrir la porte vers d'autres choses. Déjà, James Wan, honnêtement, c'est un super cinéaste d'horreur et d'action. Et je pense que si t'aimes ce film-là, t'aimeras ses autres films. Et Patrick Wilson, je te l'avais dit, il a toute une carrière que tu ignores dans le genre de l'horreur. Comme Ethan Hawke, qui est aussi un acteur que t'aimes beaucoup. Oui, et donc, qui était mon ancien voisin. Il était aussi dans Insidious, Patrick Wilson. C'est un pote de James Wan. D'accord, ok. Intéressant. Eh bien, écoute, maintenant, je suis un peu hypée. Je t'avoue, je voulais vraiment pas. Hein. Mais là, ça va mieux. Parfait, on va aller le voir alors. It's November 1st, 1971. I'm sitting here with Carolyn Perrin, who, with her family, has been experiencing supernatural occurrences. You picking up anything in here, hon? Something awful happened here, Ed. What is it? Whatever Lorraine sees, feels, touches, it takes a toll on her. A little piece each time. You have a lot of spirits in here, but there's one that I'm most worried about because it is so hateful. Look what she made me do. On vient de voir Conjuring et je suis très contente parce que Marie a beaucoup réagi. Ouais. Tu m'as un petit peu pété les tympans. Bon, je veux bien le croire, oui. C'était pas volontaire. Hein. Mais franchement, ça valait le coup. C'était très drôle. C'est dégueulasse. Il y en a combien des fantômes dans cette maison? Mais combien il y a de gens pendus dans cette maison? Que des questions très pertinentes. C'est clair. Il y a combien de gens pendus dans cette maison, Marie? 2, je crois. Enfin, il y en a une dehors à l'arbre et il y en a une dans la cave, non? C'est ça? Ouais. C'est ça. Je pense que c'est la même, mais je sais pas. J'ai pas trop suivi l'inventaire des fantômes. Je pense pas que ce soit la même. Je crois que c'en est une autre qu'elle avait possédée ou un truc comme ça. Enfin, j'en sais rien, honnêtement. Je voulais préciser, en fait, c'est pas comme avec Twin Peaks où je revoyais les épisodes avant de préparer, parce qu'on les voit ensemble et après je les revoyais. Là, j'ai vraiment pas envie de revoir les films d'horreur chez moi après toute seule. Pourquoi? On se demande, surtout celui-là, vraiment. Et du coup, on l'a vu il y a quelques jours et c'est vrai que je pense que j'ai fait un peu une amnésie traumatique sur certaines scènes. Donc, on va voir à quel point j'arrive à suivre. Ça va être intéressant. Ce qui voudrait dire que les films que je te montre font peur, en fait. Bah celui-là, oui, vraiment. Celui-là, je pense que ça a été le plus efficace au niveau peur et j'y ai un peu repensé après. Donc, je pense qu'au niveau cri, c'était un peu du même niveau que Halloween, avec plus de tension. Ouais. Et oui, après, j'étais un peu... j'ai repensé à des moments quand même. Ah, je suis trop contente. Ça y est, tu es hantée. Ouais. Non, bah quand même pas, mais si un peu. Ah, trop bien. Étant la personne qui réécoute notre enregistrement pour faire les extraits, c'est le plus gros qu'on ait fait depuis le début en termes de films d'horreur. Enfin, t'avais tellement de réactions et t'étais tout le temps stressée ou en train de crier. Ouais. J'ai dû faire des choix, mais vous allez entendre, il y a beaucoup d'extraits parce que c'est celui qui t'a fait le plus réagir de tous ceux que je t'ai montrés. Fun. J'ai hâte de me réentendre. C'est toujours une super expérience.
Alors Marie, même si tu as un peu bloqué ce film de ta mémoire, est-ce que tu peux me résumer l'intrigue en 30 secondes? C'est un couple avec plein de filles, plein d'enfants-filles, et un chien qui emménage dans une maison isolée dans le Connecticut. Très vite, on se rend compte que cette maison est possédée par plusieurs esprits qui commencent à les hanter et à les attaquer les uns après les autres. Et ils font appel à un couple de médiums / chasseurs de démons qui va venir les aider à se débarrasser des esprits qui possèdent la maison. Et ça fait très très peur. Et à la fin, la mère de famille est possédée parce qu'il y a toute une histoire autour de femmes qui sont possédées par une sorcière qui a été pendue et qui avait tué son enfant. Et du coup, elle essaie de pousser les autres femmes à tuer leurs propres enfants. Voilà. C'est fun. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé du film? C'est très très bien. Yes. Vraiment un excellent film. En plus, j'attendais pas, j'en avais pas entendu parler, comme je l'ai dit dans l'intro. C'est vrai que le casting, une fois que j'avais vu l'affiche, était alléchant et vraiment, c'est très bien interprété, bien mis en scène, le son, l'image, tout est vraiment super et ça fait peur, quoi. Ça m'a rappelé The Haunting of Hill House et je pense qu'il s'en est beaucoup inspiré. Ça m'a rappelé aussi L'Exorciste par certains aspects, mais sans le côté grotesque qui m'avait fait rire dans L'Exorciste, même si je pense que c'est un film splendide. Là, il y a vraiment un côté où j'étais pas en train de... Ça me faisait pas rire. Enfin, par moments, je pense que ça me faisait rire nerveusement, mais c'était plus de l'effroi. Oui, là, il y a une vraie terreur, en fait, devant Conjuring. Oui, il y a vraiment... Et puis, il y a des moments, en fait, où tu vois l'esprit. Il y a un moment dans l'armoire où tu la vois, elle est là, et la mère la voit pas. Et c'est vraiment genre... Il y a plein de moments comme ça qui montent en tension. Et à chaque fois, ils vont dans la cave. Et pourquoi ils vont dans la cave? Enfin, vraiment, c'est... Non, c'est très, très bien. Et puis, l'aspect aussi chasseur de démons, c'est assez grisant dans le film, parce qu'en même temps, tu as un côté, justement... où il y a une certaine maîtrise, où on sent qu'ils peuvent se débarrasser, donc ils sont pas complètement passifs, mais en même temps, ils sont quand même victimes. Oui, bah c'est vrai qu'en fait, ils savent quoi faire. Et comme c'est un truc qui t'agace très souvent dans les films d'horreur, c'est que les gens se retrouvent un petit peu à prendre les mauvaises décisions, à être démunis face à la peur. Alors que là, c'est vrai qu'avec Ed et Lorraine Warren, ils installent des caméras partout, ils mettent en place plein de stratagèmes. Donc, c'est moins frustrant parce que les personnages sont pas totalement impuissants face à ce qui est en train de se produire. Oui, et puis même la famille elle-même subit, évidemment, mais en même temps, ils prennent des mesures en contactant ce couple-là. Et en fait, ils comprennent très vite qu'il y a un truc qui va pas et ils sont pas dans le déni ou ils sont pas dans des décisions à la con, quoi. Sauf quand ils vont dans la cave, mais bon, ça... Il y a beaucoup de similitudes avec L'Exorciste. Il y a notamment au tout début, il commence à faire très froid dans la maison, dans les chambres. Il y a évidemment une scène d'exorcisme à la fin avec la chaise qui se met à léviter comme le lit dans L'Exorciste. Il y a un petit grenier chez le couple des Warren avec la petite ficelle qui pend, qui rappelle énormément le grenier dans L'Exorciste. Donc c'est vrai que pendant qu'on était en train de regarder le film, tu repérais un petit peu les moments qui te rappelaient ce film et même la structure a été calqué sur L'Exorciste. Ah oui, c'est vrai qu'en fait, ce qui est intéressant, et je l'ai remarqué, d'ailleurs, tu as très bien bâti cette saison, puisque tu m'as fait découvrir L'Exorciste avant, et je pense pas que c'était innocent, mais c'est vrai que toute la première partie du film, on suit le couple donc de chasseurs de démons et la famille en parallèle dans deux histoires et deux trajectoires qui ne se rencontrent pas pour l'instant, jusqu'au moment où en fait, la famille fait appel au couple et à ce moment-là, les deux histoires se rejoignent. Mais ça marche très bien, parce qu'on s'attache au couple, parce qu'on voit un peu comment ils fonctionnent, et parce qu'il y a d'autres histoires de possession qui vont après être utilisées à la fin par les esprits qui possèdent la maison aussi, quoi. Oui, et du coup, c'est comme le prêtre dans L'Exorciste qui avait un petit peu son intrigue parallèle. Oui, exactement, avec les enjeux qui étaient établis, avec sa mère et tout ça, et ça permet de mieux comprendre aussi et de s'attacher à lui, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, c'est vrai que Ed et Lorraine Warren, qui sont joués donc par Patrick Wilson et Vera Farmiga, qui sont vraiment excellents tous les deux. Et très beau. Et très beau, c'est vrai. Mais habillés vraiment comme... Oui, bah en fait, ça va un peu à contre-courant de ce qu'on pourrait attendre de démonologues, c'est-à-dire qu'ils sont assez plan-plan, en fait. Et ils sont très amoureux, ils sont c'est deux cathos, chrétiens, en fait, voilà, c'est ça. Et ils sont très choupis, et ils se font des câlins en étant dans le linge. Mais oui, on s'attache aussi à eux. Ils viennent pas que pour sauver la famille, mais en fait, ils ont une fille, ils ont un sens de l'humour, ils ont toute une vie privée parallèle qui fait que quand ils sont en danger dans la maison avec la famille qu'ils essayent d'aider, on le ressent de manière beaucoup plus puissante, quoi. Est-ce que tu vois en quoi c'est un classique moderne? Bah oui. Bah déjà, c'est un très bon film au niveau de la mise en scène. C'est un film de qualité. C'est pas comme, désolé, Your Next où je peux comprendre l'aspect culte.
Désolée. J'en peux plus de ce bashing de mes films préférés. Non, mais c'est-à-dire, je comprends l'aspect culte de You're Next, mais je pense pas que ce soit un classique, alors que ça, c'est vraiment, on sent que c'est dans la lignée des films que tu m'as montrés jusqu'à maintenant, que ça reprend les codes tout en les réinventant et en se les réappropriant, et que c'est un très bon film qu'on peut revoir plusieurs fois, je pense, avec la même dose d'effroi et en même temps en découvrant des choses différentes à chaque fois. C'est très bien interprété. Donc oui, je vois totalement pourquoi c'est un classique. Le film est sorti en 2013. Il est sorti dans un contexte où moi, je me souviens que je commençais à en avoir un petit peu marre des films d'horreur modernes parce que c'était une course aux jumpscares et des jumpscares qui étaient souvent pas mérités. C'est-à-dire que c'était vraiment cheap. On met une grosse musique et on fait sursauter, mais très vite, le public se sent un petit peu trompé par ce genre de jumpscare. Et donc, il y avait une formule très répétitive avec des filles qui sont un peu de la chair à canon. Et là, Conjuring arrive et en reprenant quand même une formule qui est hyper populaire, c'est-à-dire que c'est vraiment un film qui peut plaire à une foule, qui n'est pas du tout élitiste dans sa mise en scène ou son histoire, mais en même temps qui a une telle qualité et une telle maîtrise que ça marche très très bien et il évite en fait beaucoup des écueils qu'on retrouvait dans les films d'horreur des années 2010 qui sortaient au cinéma. Et un des trucs les plus intéressants, c'est quand même que c'est un film d'horreur où personne ne meurt. Oui, c'est bien ça. Bah ouais. Ah non, et le chien. C'est vrai. On va reparler du chien. Mais rien que ça, je trouve que c'était assez novateur et c'est vrai que c'est devenu un petit peu la marque de fabrique de James Wan, c'est-à-dire qu'il trouve d'autres moyens de faire peur. On va parler de la manière dont il construit le film et dont il l'a réalisé, mais c'est vrai qu'il est très très bon pour faire un petit pas de côté par rapport à ce qu'on attend sur le film d'horreur et nous surprendre et nous terrifier. On va passer au résumé du film. Ça commence avec un cold open, donc une ouverture qui est détachée du reste de l'intrigue. J'ai oublié. C'est quoi? C'est une ouverture sur la poupée Annabelle. Oui, c'est vrai, oui. Et donc, on voit les Warren dans leur activité quotidienne. Ils sont en train de faire un entretien avec deux jeunes femmes colocataires, qui ont fait appel à eux parce qu'elles sont persécutées par une poupée, Annabelle, qui est pas très sympa. What's an inhuman spirit? It's something that's never walked the earth in human form. It's something demonic. So the doll was never possessed? No, it was used as a conduit. It was moved around to give the impression of possession. Demonic spirits don't possess things. They possess people. It wanted to get inside of you. Bon, du coup, qu'est-ce que t'as pensé de cette ouverture, si tu t'en souviens pas? Non, si, maintenant je m'en souviens. Ouais. J'avais oublié que c'était l'ouverture. Mais ça a moins marché pour moi parce que le côté poupée possédée, j'étais là, ouais, c'est bon quoi. En plus, la poupée, vu ce à quoi elle ressemble, tu te dis, non mais achète pas cette poupée pour commencer. C'est vrai. Après, je trouve que moi, le genre de la poupée possédée n'a jamais été mon préféré parce que j'ai vraiment du mal à trouver que ça fait peur. Et j'avoue que ce cold open fonctionne très bien sur moi. C'est-à-dire que c'est ridicule, mais j'arrive quand même à voir ce qui pourrait être flippant pour ces deux jeunes filles. Ah ben pour elle, oui, c'est sûr. Voilà. Et d'ailleurs, on va t'entendre cette histoire. T'as pas mal fait rire. On sentait que t'étais quand même investi dans l'histoire de la poupée alors que c'est que les 5 premières minutes. Ah non, hein. Faut pas faire ça, elle va pas être contente là. Ah bah ouais. Je trouve ces gens qui déménagent pas, quoi. Attends, le marché de l'immobilier... Oui, mais à cette époque, en 68, non, Anaïs, hein, tu pouvais acheter un palace pour 3 €. Maintenant, experte immobilier. Exactement. Après, experte survivalisme, experte immobilier. N'importe ça. Quoi. N'importe quoi, Anaïs. Hein. Non, mais n'importe quoi, moi. Oui. Et ensuite, on passe à la famille Perron. Il me semble que c'est ça leur nom. Comme Evita. Exactement. Perron. Qui n'ont pas trop une tête de Perron. Hein. Non, pas trop. Ils ont plus une tête de Smith, quoi. Exactement. Qui emménagent dans leur grande nouvelle maison, qui est très sympa, hein, au demeurant. Non. Tu plaisantes ou quoi? Elle tombe en ruine. Bah, franchement, si elle n'était pas hantée, moi, je la prendrais. Hein. Le cadre est très beau, c'est-à-dire que c'est dans un endroit très joli, avec un lac, tout ça. C'est ça. Où il y a des gens qui flottent morts. Les maisons dans les films d'horreur sont toujours exactement comme celle-ci. Toujours à côté d'un lac, il y a toujours un petit ponton. Il se passe toujours des choses un petit peu étranges à côté du ponton. Et la maison est toujours hantée, évidemment. Et donc, dès que la famille arrive, ça sent pas bon. Bah non. Déjà, la maison, ça sent pas bon, à mon avis. Mais en plus, ils ont un chien qui refuse d'entrer dans la maison. Donc C'est ça. Tu l'as tout de suite pas senti. Et ensuite,
au moment où ils sont en train d'emménager, ils commencent à jouer un petit peu dans la maison, puisque tu l'as dit, il y a beaucoup d'enfants. Et les enfants tombent sur une cave qui avait été condamnée. Donc en trébuchant, en fait, elles font tomber une latte. Ouais. Voilà, une latte, et ils se rendent compte qu'il y a une immense cave sous la maison, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de vieilleries et de toiles d'araignée. Et là, tout de suite, tu le sentais pas. Il y a un truc qui va apparaître, c'est sûr. Ce qui est efficace, c'est que je dis, il y a un truc qui va apparaître, c'est sûr, et il n'y a rien qui apparaît pendant la première visite de la cave. Mais en vrai, si on était dans un programme de télé-réalité, genre Fixer Upper, où tu vas rénover une maison, je serais hyper enthousiaste à l'idée de découvrir une cave immense. Mais là, tu es dans un film d'horreur, tu te dis, c'est pas une bonne nouvelle. C'est clair. En fait, il joue vachement, James Wan, sur notre compréhension de ce qu'est le film d'horreur moderne avec 3 milliards de jumpscares. Et donc, il y a plein de moments où tu t'attends à ce qu'il y ait quelque chose qui te fasse sursauter ou quelque chose qui apparaisse. Et il y a pas mal de retenue dans le film. C'est-à-dire qu'il y a plein de scènes où on pense qu'il va y en avoir un jumpscare et il n'y en a pas. Mais toi, tu es aussi crispé que s'il y en avait un. Parce que tu te dis à quel moment ça va apparaître. Et du coup, quand ils arrivent, les jumpscares, ils sont vraiment très efficaces. Ouais. On t'entendra. Est-ce que tu veux décrire le jeu qui joue un rôle crucial dans ce film, qui s'appelle Hide and Clap? Donc, c'est un peu un jeu de cache-cache. Mais Ouais, c'est un jeu de cache-cache où en fait... un des participants, alors c'est joué entre les enfants, mais à un moment avec la mère aussi, a les yeux bandés ou les yeux fermés et en fait tourne sur elle-même en comptant. Et pendant ce temps, les autres vont se cacher. Et en fait, quand elle est en train de les chercher, les autres tapent dans leurs mains 2 fois, comme ça, pour lui dire un peu où elles sont, pour qu'elle puisse se rapprocher, quoi, parce qu'elle a les yeux fermés tout le temps. Et elle a le droit de le faire 2 fois. Enfin, ils ont le droit de le faire 3 fois. Ah oui, d'accord. Et en fait, du coup, ce jeu, forcément, dans ce cadre-là, construit une tension supplémentaire parce que tu dis sur quoi elle va tomber. C'est clair. Elle a les yeux fermés, elle est en train de découvrir à tâtons la maison. Exactement. Et surtout qu'il y a d'autres personnes qui vont utiliser ces claps à un moment. Tout à fait, à plusieurs moments. Et c'est très, très efficace. Après la première nuit, donc ils ont trouvé la cave, et le premier matin, il y a déjà des signes un petit peu étranges. La maman se réveille avec des bleus. Oui, et puis il faut dire, le soir, en fait, le chien n'avait pas voulu rentrer dans la maison. Et le soir, en fait, il pleurait en bas de la maison, dans le jardin, en refusant de rentrer toujours. Et la mère le regardait en se disant, mais qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et il était paniqué, quoi. Et donc le lendemain matin, elle se réveille, elle a des bleus. Elle se rend compte que toutes les horloges de la maison se sont arrêtées à 3h07 du matin. Et la cadette cherche le chien. Et là... Bah, il est mort. Ouais. Non, mais oui, bah, c'est triste. Hein. Non, mais ils adorent tuer des animaux, je sais pas quoi te dire. Et puis, à partir de 20 minutes de film, là, on passe quand même une vitesse supérieure. La nuit suivante, ça rigole beaucoup moins, puisqu'il y a une des enfants qui se fait tirer le pied dans son sommeil. Ça m'a beaucoup rappelé, encore une fois, de Haunting of Hill House, parce qu'il y a la même disposition avec 2 enfants qui partagent la même chambre, et une qui se fait plus hanter que l'autre, et qui, du coup, comprend pas ce qui lui arrive. Vie de merde. C'est ça. On va entendre ta réaction à cette première scène assez flippante. Nancy. What? Stop grabbing my foot. Stop it. J'ai une petite anecdote personnelle. C'est arrivé à ma mère. C'est vrai? Ouais, de se faire tirer le pied. Mon oncle a toujours dit qu'il sentait les énergies un peu paranormales. Et on avait une maison familiale dans un petit village de montagne qui était adossée à un cimetière. Et à chaque fois qu'il était dans cette maison, il disait qu'il ne la sentait pas, quoi. Qu'il y avait un truc bizarre dans cette maison. Les autres, il n'y avait pas de souci, mais celle-là, il ne se sentait pas bien dedans. Et c'est vrai que moi, les quelques nuits que j'ai passées, je ne me sentais pas bien non plus dedans. On faisait des cauchemars, des trucs comme ça. Et ma mère m'a raconté que quand elle était jeune, elle y avait dormi et qu'elle avait rêvé qu'on lui tirait le pied et elle s'était réveillée complètement, enfin les jambes complètement en dehors du lit. C'était un lit à barreaux et elle avait les jambes coincées dans les barreaux. Fun. Et cette maison, plus tard, a été louée par mon oncle à des amis. Et en fait, ils n'ont même pas resté la première nuit. Ils sont repartis en plein milieu de la nuit à Toulouse pour rendre les clés à mon oncle. Ils ont dormi dans la voiture pour lui rendre les clés le lendemain matin en lui disant non, on reste pas là. Parce qu'il s'est passé des trucs bizarres pendant la nuit où ils y étaient. Le feu s'est rallumé tout seul. Et ils entendaient quelqu'un qui frappait à la porte. Et quand ils ouvraient, il n'y avait personne. Et ça s'est reproduit plusieurs fois. Et voilà. Donc c'était ma petite histoire de maison hantée. La même nuit que le pied tiré, on a aussi le père qui est en train de s'endormir au salon et qui commence à entendre des bruits bizarres.
Et il commence à parcourir toute la maison pour essayer de trouver la source du bruit. Et il retrouve sa cadette, peut-être pas sa cadette, une de ses plus jeunes filles, dans la chambre de l'aîné. Et elle est en train, en fait, de faire une crise de somnambulisme où elle marche dans l'armoire. Enfin, Elle se cogne la tête elle dans se cogne l'armoire. la tête dans l'armoire, quoi. Et du coup, il la ramène se coucher et il est un tout petit peu intrigué et désarçonné, mais en même temps, elle a déjà fait des crises de somnambulisme, ça lui était passé, mais du coup, ils sont pas non plus paniqués, quoi. Mais nous, on sait. Oui, mais nous, on a compris. Hein. Il faut qu'on arrive à la première scène qui a vraiment, vraiment fait monter la pression. Et là, je me suis dit qu'on tenait une expérience exceptionnelle. Donc la mère et la plus jeune fille commencent à jouer à hide and clap. Elles sont toutes seules dans la maison parce que les autres sont allés à l'école. Et oui, la petite, elle est vraiment toute petite. Et c'est pendant la journée. Et la mère se bande les yeux, commence à explorer la maison. Elle entend un clap. Elle va dans la chambre et elle entend un bruit dans l'armoire. La porte de l'armoire se met à grincer. Elle pense que c'est sa fille qui est en train de jouer avec elle, mais nous, on sait que sa fille n'est pas du tout à cet endroit-là de la maison. Donc, on sait que s'il y a un bruit dans l'armoire, c'est qu'il vient d'ailleurs. Oui, bah surtout, on le voit. Au début, on le voit pas. On voit juste l'armoire qui s'ouvre oui, mais discrètement. on voit un petit truc parmi les vêtements. On voit... Oui, après. En gros, au début, il y a l'armoire qui s'ouvre très légèrement. Donc là, tu as commencé à être paniquée. Et ensuite, la mère dit, OK, elle comprend qu'il y a quelque chose dans la chambre. Donc, elle dit... Give me the third clap. Clap à nouveau. Et là, on voit des bras un peu grisâtres qui sortent de l'armoire et qui tapent dans les mains. Mais on voit juste, ils dépassent des vêtements, effectivement, donc on voit juste des petites mains, mais on comprend que c'est des mains de fantômes. On va t'écouter, c'était très rigolo. Oh putain de sa mère. Oh non. I know where you're hiding. Regarde-le. Non, je vais pas voir ça, ça va être horrible, c'est pas sa fille, c'est sûr, c'est pas sa fille, c'est sûr. Arrête, je veux pas voir ça, c'est horrible. Mon Dieu. Ce qui est très fort aussi avec cette scène, c'est que la manière dont la mère se comporte, elle se comporte un peu comme le prédateur, en disant « je vais te trouver, je sais où tu te caches », alors qu'en fait, c'est clairement la proie dans la scène, quoi. Oui. Et ça a commencé une tendance qui s'est répétée pendant tout le film où tu voulais vraiment pas regarder. Et tu te cachais, tu te tournais sur mon canapé. Ça, c'est la vraie expression de ma peur. En général, les cris, c'est des sursauts et c'est viscéral. Mais vraiment, quand j'avais fait ça à un moment pour Halloween où je m'étais levée, je voulais pas. Mais en général, quand je me cache et que je veux pas regarder, c'est vraiment que ça va pas. Ouais, et là, vraiment, je me suis dit, est-ce qu'elle va voir le film ou pas? Parce que t'étais tellement souvent en train de te cacher derrière tes mains. Non, mais je voyais à travers mes mains. Ouais. L'effet de cette scène t'a tellement marqué que même quand on était dans la scène suivante, t'étais encore en train de te remettre un petit peu. J'ai envie de vomir. Pourquoi, à cause du stress? Non, à cause du chai et du stress. J'avais bu 2 chai latte juste avant. Voilà, on est un petit peu avant la première demi-heure et à partir de là, tu n'étais plus du tout sereine et tu criais beaucoup. Puisqu'on arrive à une scène qui se passe pendant la 3e nuit et ça recommence avec les pieds tirés. Et là, c'est là où tout va basculer pour eux parce que je crois... Non, c'est peut-être pas là, il y en a une 4e après. Oui. Je crois. Ouais. Mais si je me souviens bien, la 3e, elle se fait tirer à nouveau les pieds. Et là, elle se rend compte que c'est pas sa sœur parce qu'elle se réveille et surtout, elle voit le fantôme à côté de la porte. Elle commence à hurler et tout ça. Sa sœur se réveille, ne voit pas le fantôme. Ses parents se réveillent et tout ça, ne le voient pas non plus. Mais après, ils claquent la porte. Enfin, ça fait très peur. C'est horrible, je veux pas regarder. J'ai peur.
mais là, il faut hurler et réveiller tout le monde, en fait. On passe tout. Ah non. Qu'est-ce qui va se passer? Arrête de se cacher, je veux que tu te caches. Oh non. Je me souviens même plus, on la voit pas, nous, le fantôme. On voit rien. En gros, elle passe beaucoup de temps. D'abord, elle regarde sous son lit. Oui, ça, ouais, putain, c'était terrifiant. Ouais, c'est vraiment terrifiant. Et ensuite, elle voit, en fait, donc la porte est ouverte, puisque ces gens adorent dormir avec la porte ouverte. Ouais, et donc... c'est inexplicable. Ouais, voilà. Et derrière la porte... Et puis aussi, avec les pieds qui pendent. Derrière la porte de la chambre, il y a une zone très sombre. Et donc, la petite fille fixe cette zone pendant très longtemps. Et la caméra s'approche tout doucement de cette zone. Et donc, forcément, on est un petit peu happé par le noir. Et on se dit, qu'est-ce qui va surgir? Et au final, il n'y a rien. Mais il bâtit l'attention pendant tellement longtemps qu'au moment où on sursaute parce que la porte est en train de claquer, c'est très, très efficace. Ce que fait James Wan dans le film, c'est qu'il a recours à beaucoup de travelling déjà, comme dans cette scène où on a vraiment un mouvement très très lent de la caméra qui suit le regard du personnage ou alors qui suit les personnages. Et il a aussi beaucoup de plans séquences où du coup les plans ne sont pas interrompus, ce qui augmente énormément la tension. Parfois on peut aussi créer beaucoup de tension en ayant un montage très rapide par exemple, mais là lui c'est pas du tout ce qu'il fait. Il y a beaucoup des scènes les plus terrifiantes qui durent très longtemps sans interruption. Et donc on est un peu plongé dans la réalité de ce que les personnages sont en train de vivre, un peu comme quand t'es paralysé dans ton lit et que, toi, ça ne doit jamais t'arriver, mais moi, ça m'arrive tout le temps. Ça m'est arrivé quand j'ai eu le Covid une fois. De voir un truc au fond de la pièce. Non, j'ai pas vu, mais j'étais paralysée. J'arrivais pas à respirer. J'ai fait une paralysie du sommeil. Ouais. Mais en gros, voilà, ça joue très très bien sur la peur parce que le temps paraît s'écouler très 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 lentement à cause de ces plans séquences. Qu'est-ce que t'as pensé des jumpscares dans ce film ? Ils m'ont fait peur, donc ils fonctionnent bien. Non, puis comme tu dis, ils sont mérités. Parce que justement, comme ils nous les donnent pas à chaque fois, et comme ils sont très surprenants parfois, ça fonctionne très 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 bien. Et moi, je suis très bon public pour ça, donc bon public dans le sens où ça me terrifie, et ça me fait vraiment sursauter. Donc 10 sur 10. Excellent. Oui, non, en fait, c'est des jumpscares qui sont très malins, qui sont pas juste on augmente le son à fond la caisse, c'est-à-dire qu'on fait baisser un petit peu le tapis sonore et après d'un coup on te fait sursauter. Ça, c'est ce que font tous les films d'horreur les plus cheap et moi je trouve ça assez épuisant parce que ça me fait sursauter et ça crée une réaction physique, mais au final ça a pas du tout créé de peur profonde. Et là, c'est vrai qu'ils sont tellement inattendus et ils sont tellement mérités. Enfin, ils sont très mémorables aussi, quoi. Sauf pour toi, visiblement. T'as été traumatisé. Il y en a un ou deux, je me souviens bien. Et il y en a un. Pour moi, ça a été le plus efficace. C'est celui de la madame sur l'armoire. Ah ouais, putain. Oh, celui-là, je m'en souviens. Est-ce que tu veux raconter un peu ce qui se passe ? C'est la 4e nuit, je crois. Ou c'est la nuit où tout fout le camp. Ouais, voilà, là, exactement. Ça va vraiment plus. C'est juste avant que... c'est la nuit qui va convaincre la mère de famille d'appeler les Warren. Alors, c'est à nouveau l'armoire. L'armoire est l'un des cœurs de la possession de cette maison, avec la cave. Et je crois que la petite est à nouveau en train de se taper la tête contre l'armoire. La sœur arrive pour la... Oh non, c'est ça. La sœur se réveille et la prend avec elle dans son lit en lui disant « Bon, tu vas dormir, machin, tout ça. » Et je crois que la petite se réveille ou regarde l'armoire d'un coup. Et là, on voit... une espèce de, je sais même pas ce que c'est une vieille dame horrible qui est sur le dessus de l'armoire et qui commence à hurler, à leur sauter dessus ou un truc comme ça, je sais même plus. Alors, elle leur saute dessus. D'abord, juste, elle les regarde. En fait, elle est perchée sur l'armoire, donc un peu comme un félin. Et oui, effectivement, la fille qui fait du somnambulisme se lève, mais un petit peu en transe dans le lit. Comme dans l'Exorciste, un peu. Et elle fixe un point qui est au-dessus de sa sœur. Et donc, sa sœur voit le regard et suit son regard et se retourne. Et donc là, en fait, la caméra suit le mouvement du regard, encore une fois, du personnage. Donc, on voit l'armoire et ensuite, on regarde au-dessus de l'armoire. Et donc, il n'y a même pas un effet sonore trop puissant comme dans beaucoup de jumpscares. C'est vraiment juste l'apparition progressive de ce personnage qui est terrifiant. Et ensuite, effectivement, elle se jette... le fantôme de cette dame se jette sur la petite fille. C'est horrible. Oh là là. Respect. Oh.
Incroyable. Celui-là, il est gravé dans ma mémoire. Hein. Ah ouais, franchement, là, vraiment, tu m'as pété les tympans. Mais j'avoue, je m'en souvenais plus aussi. Et après, j'étais là, il était tellement bon, ce jumpscare, en fait. Genre, il est vraiment très mémorable. Et on dit au tout début de l'extrait, on parle de Renesmee parce que la petite qui fait du somnambulisme est jouée par l'actrice qui jouait Renesmee dans Twilight. J'aime aussi beaucoup le fait que tu es un peu une cantatrice de l'horreur. Tu fais des espèces de sons, parfois, je sais pas ce qui se passe. Mais tu fais... C'est assez génial. On dirait Scooby-Doo, en fait. Ouais. Écoute, quand j'étais petite, je chantais beaucoup, donc je faisais partie d'une chorale et tout ça, ça doit être ça qui remonte. C'est ça, c'est un peu le chant du rossignol de Marie. C'est ça, mais c'est quand je suis terrifiée. Il faut dire que à ce moment-là, bon, ça commence à être vraiment très tendu. Vous avez entendu les décibels de Marie et moi, j'avais une rage dedans. Donc j'avais besoin de faire une pause pour prendre un Doliprane et tu étais très soulagée que je mette le film sur pause. Je vais prendre un Doliprane. Vas-y, mets pause. Ça va me faire un break. Allez. Voilà, on a encore une moitié. Plus d'une moitié. Mais c'était une expérience éreintante. Hein. C'est clair. C'est dur, quoi. Là, celui-là, vraiment, tu l'as senti passer, quoi. Et le truc très drôle, c'est que c'est un film que j'ai rarement revu, contrairement à beaucoup des films de ma liste. Je me demande pourquoi. Parce qu'il me fait aussi vraiment très peur et parce que j'aime pas les jumpscares. T'as vu beaucoup des autres films que je t'ai montrés, ils sont beaucoup plus chill en termes de tension et de sursaut, parce que c'est comme ça que je les aime, un petit peu mou. Et celui-là, c'est vrai que il me fait très peur, donc je l'avais pas revu et j'étais aussi flippée que toi en le revoyant parce qu'il y avait plein de passages dont je me souvenais pas. Et donc on a un peu vécu cette expérience de manière commune, même si tu comprenais pas trop pourquoi j'avais peur aussi. Non. Quoi? Non? Qu'est-ce qu'il y a? Je me souviens pas du film. Pourquoi arrête de dire non? Mais parce qu'elle vient de prendre la boîte à musique. Non. Oh non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi arrête de dire oh non? Mais Marie, je m'en souviens pas, j'ai peur comme toi. Oh non. Oh non. Oh non. Ah putain de sa mère. Toi aussi t'as crié, hein? Oui. Voilà. Non, mais en fait, le truc qui était hyper stressant, c'est que comme tu t'en souvenais pas, tu avais des pré-réactions où tu te cachais, où tu disais oh non et des trucs comme ça. Et moi, ce que je pense dans des moments comme ça, c'est que tu sais qu'il va se passer quelque chose d'horrible et que du coup, tu t'y prépares parce que tu t'en souviens. Oui, c'est ce que j'avais fait sur The Descent où quand il y avait les gros jumpscares, je me cachais un petit peu. Voilà, exactement. Et donc, ça ajoute un niveau de tension supplémentaire pour moi. Alors qu'en fait, tu t'en souviens même pas, mais il se passe quand même des choses horribles. Donc, Ouais, et puis là, c'est vrai que ce cri, tu vois ce que ça me fait, moi, quand je t'entends crier, c'est trop drôle. Oui. Donc, je sais pas si ça va se produire souvent pendant la saison, mais c'est vrai que là, on a vraiment vécu le truc de la même manière. Ouais. C'est quoi pour toi le moment le plus flippant du film? Le haut de l'armoire, quand même, c'est très, très flippant. Et après, il y en a 2 autres auxquels je pense. Et après, je sais plus trop où les situer dans le film. Il y a un moment où la mère est dans le noir et il y a les mains qui apparaissent à côté de sa tête et qui font... Et ça, c'est terrifiant. Et il y en a un autre, c'est à la fin où, en fait, la femme du couple de chasseurs de démons tombe dans la cave et se retrouve hantée, ou je me souviens même plus, mais je me souviens que j'étais terrifiée. Quand elle tombe dans la cave, en fait, elle voit apparaître les pieds d'une femme pendue. Ah oui, c'est ça. Et puis après, elle envoie une note sur un fauteuil, non? Ou qui la regarde, ou non, ça c'est après. Oui, c'est ça. En fait, il y a la boîte à musique qui est un truc récurrent dans le film, qui est utilisé pour, en fait, où on est censé regarder dans le miroir de la boîte à musique et voir ce qui apparaît derrière. Et c'est un petit garçon qui est mort. Voilà. Mais en fait, la première fois qu'on la voit, qui s'appelle Rory. C'est hyper fun. Et qui chill dans cette maison. Ouais, franchement, il a l'air beaucoup plus chill que les autres fantômes. Il a été tué par sa propre mère. Et donc, la première fois qu'on voit la boîte à musique, justement, on s'attend à ce qu'il y ait quelque chose qui apparaisse dans le miroir, dans le reflet, et on ne voit rien. Mais ça instaure cette peur qui va revenir à chaque fois que la boîte à musique est utilisée dans le film, puisqu'elle est utilisée à plusieurs reprises. Et la plupart du temps, on voit rien, ou en tout cas, c'est pas des jumpscares. On voit juste Rory ou la madame dans la cave. Mais c'est très efficace. Et je crois que le cri qu'on a entendu, où on crie toutes les deux, c'est quand il y a la pendue qui apparaît dans la cave. Ça m'étonne pas. Ouais.
Mais ouais, moi j'allais dire, personnellement, le moment que je trouve le plus flippant, c'est comme toi, celui où la mère est toute seule dans la cave, puisque c'est la nuit où il y a aussi le fantôme de l'armoire. Et le père est pas là, parce Voilà. qu'il est en voyage d'affaires ou un truc comme ça. Voilà. Comme tous les pères qui abandonnent C'est ça. leur famille. Et d'ailleurs, je t'ai dit quand on regardait le film que pour moi, c'était un film sur l'absence du père et la peur de la disparition du patriarcat dans les années 70. Et clairement, là, on a très très peur quand le père n'est pas là. Ouais. Et donc oui, en fait, c'est la nuit où il se produit le plus d'événements paranormaux d'un coup. C'est très violent même, puisqu'il y a tous les cadres avec les photos familiales qui volent en éclats dans l'escalier. Enfin, il y a plein de choses qui se passent dans plein de pièces. Et la mère entend un bruit dans la cave. Elle est sur le pas de l'escalier. Et en fait, à ce moment-là, la porte de la cave se ferme toute seule et la fait tomber jusqu'en bas de la cave. Ouais. Elle est assommée. Et donc là, il y a toute une séquence qui est très, très effrayante. Tu veux raconter ou... Je me souviens plus, je crois qu'elle est dans le noir. À un moment, il y a la lumière qui s'éteint ou un truc comme ça. C'est ça. Et elle remonte les escaliers. Et c'est à ce moment-là où je crois qu'il y a les mains qui apparaissent juste à côté de sa tête. C'est horrible. Ouais, c'est ça. En fait, au début, la cave est éclairée et c'est un plan très large. Et donc, tu as même dit, il y a quelque chose qui va apparaître, là, il y a quelque chose qui va apparaître. Finalement, il y a un ballon qui est lancé depuis derrière les décombres un peu de la cave. Et ensuite, elle court pour remonter les escaliers. Et là, l'ampoule se grille. Et elle utilise des allumettes pour s'éclairer. Et effectivement, elle entend une voix de petite fille qui lui dit « Est-ce que tu veux jouer à... » Wanna play hide and clap? Et ce qui est très fort dans cette scène, c'est qu'en fait, on passe beaucoup de temps à fixer ce qu'il y a devant le personnage de la mère. Et elle aussi, en fait, il y a le noir qui est un peu en bas de la cave, puisqu'elle est en haut des escaliers. Et on se dit, la menace va venir de là. Et à la dernière minute, il y a les mains de fantôme qui apparaissent juste à côté de sa tête, derrière elle, pour taper. Et c'est très efficace. Non, mais va pas dans la cave là. Va pas dans la cave là. Pourquoi il laisse toutes les portes ouvertes? T'as raison. Non, non, non. Mais non. Non, non. Non. Mais non. Non. Elle est folle. Mais elle est folle. Je regarde pas. Hein. Mais si, regarde. Non, je regarde pas. Oh là là, non, mais je peux pas regarder ça, Anaïs. Oh là là, non. Marie. Non. Mais c'est pas drôle. Mais si, c'est drôle. Ah ben non, c'est pas drôle. Mais non, mais c'est pas drôle si tu regardes pas. Wanna play hide and clap? Oh là 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 là. Brûle la maison. Oh mon Dieu, quelle horreur. Je me fais victimiser encore une fois. Désolée. Mais non, mais parce que je vois... en fait, je mets mes mains devant mes yeux, mais en même temps, tu regardes entre tes doigts, en fait. Mais Oui, c'est ça, mais moi je vois pas parce qu'on regarde dans le noir. Donc ce que je vois, c'est juste que t'es caché et je me dis, elle va rater un super moment. Oui, mais non, c'est bon, quoi. Je vois, parce que j'ai une conscience professionnelle. C'est bien, bravo. Non mais ouais, je pense que c'est vraiment, en fait, ça dure tellement longtemps, il y a tellement de séquences à la suite qui font peur dans cette partie du film que pour moi c'est la plus efficace et c'est toujours le moment que je redoute dans les films d'horreur parce que tu sais qu'au début ça commence lentement et qu'il y a un moment où en fait c'est genre ça va être une endurance pour ton cœur. Parce qu'il va se mettre à battre très vite pendant très longtemps. Et je me dis, je pense vraiment que mon cœur est fatigué par tous les films d'horreur que j'ai vus. Ou peut-être qu'au contraire, c'est un bon cardio. Voilà. C'est pas faux. Mais aussi, t'es victimisée parce que tu romps le contrat de confiance. C'est-à-dire tu me dis que c'est fini. Et à chaque fois, c'est pas fini. Oui, bah toi, tu m'as dit que reviens-moi, ça finissait bien. Excuse-moi. Hein. Non, mais là, ce qui est marrant, c'est que comme je suis en train d'avoir un peu peur aussi, je suis là, non, mais je t'assure, ça fait pas peur. Mais on sent que même moi, je suis pas très concentrée sur mon propre mensonge parce que je veux me préparer au fait que je vais flipper, quoi. Il faut qu'on parle aussi du fantôme d'une de nos chanteuses préférées qui est là. Mais je m'en souviens plus. J'ai fait ça dans le conducteur, j'étais là. Bon. Les Warren arrivent pour intervenir puisque, bon, voilà, ça commence à devenir très tendax. Et ils installent plein de pièges et ils viennent avec un peu des spécialistes du paranormal qui les aident à surveiller ce qui se passe pendant toute une nuit. Et il y en a un notamment qui entend un bruit bizarre et il y a une scène très flippante où il va à l'extérieur sur la véranda, il voit rien, il rentre. Et là, en fait, il entend un fantôme de jeune femme qui lui dit « Look what you made me do ». Ah oui, c'est vrai, c'est pour ça. Qui est une chanson de Taylor Swift. Voilà. Très connue.
On va t'entendre, ça t'a fait rire. Ah, Taylor Swift. Non mais là celui-là. Le fantôme est aussi vénère que Taylor Swift dans Look What You Made Me Do. C'est ça. On n'a pas trop parlé des Warren. Qu'est-ce que t'as pensé de ce couple? Ils sont très attendrissants, gentils et rassurants, ce qui est un peu leur rôle dans ce film. Après, t'as Patrick Wilson et Vera Farmiga, c'est vraiment deux bombes magnifiques, quoi. Et tu les mets dans des habits du dimanche pour aller à la messe. C'est tragique, en fait. Bon, déjà, c'est des vraies personnes. Ed et Lorraine Warren. Oui. Je pense que ça a beaucoup contribué à la création de leur mythe, c'est-à-dire que c'est des gens qui, certes, sont croyants, puisqu'ils sont religieux, mais en même temps, qui ne sont pas du tout versés dans quoi que ce soit de sataniste, ou enfin, qui sont fascinés par... Ils sont pas cool, quoi. Voilà. Ils chassent les démons, mais ils sont vraiment pas cool. C'est ça. Mais du coup, ils ont un côté assez rassurant, et puis je trouve que c'est assez amusant de voir justement un peu un papa et une maman Ah oui, mais ça c'est boring. sûr, où t'as l'impression qu'ils littéralement rentrent du catéchisme et qu'ils vont après chasser des esprits, quoi. C'est clair. Lorraine Warren a participé à la production du film. Patrick Wilson et Vera Farmiga l'ont rencontré pour pouvoir s'inspirer au maximum de son expérience, puisque Son mec était mort ? Ouais, il était mort un petit peu plus tôt, mais en fait, le script avait été développé il y a très très longtemps, dans les années 90, donc à l'époque, ils étaient tous les deux vivants. Et donc, Ed Warren avait aussi contribué déjà à la production de l'histoire. Ils avaient vraiment la cave à souvenirs qu'il y a dans le film, le truc où ils mettaient tous les objets possédés. Oui, parce que alors c'est ça, c'est chez eux, en fait, ils ont une pièce, c'est un espèce de musée de l'horreur, où ils rassemblent tous les objets qui ont été possédés dans les maisons qu'ils ont visitées, qu'ils ont dépossédés, quoi. Et ils ont la poupée Annabelle. Exactement. Et d'ailleurs, à un moment, il y a un journaliste qui vient et il lui dit surtout ne touchez à rien. Et ça, j'adore. C'est comme quand je suis allée à la Nouvelle-Orléans et tu as beaucoup de boutiques de vaudou. Et à chaque fois, quand tu rentres, il y a des panneaux partout qui disent ne touchez à rien. Et moi, je déconne pas avec ça. Je touche vraiment rien. Je n'achète rien de vaudou ou quoi que ce soit parce qu'on ne sait pas. Ah non, mais ça, je suis d'accord. Moi, je le fais pas non plus. Hein. Ouais, comme tu as dit aussi quand on regardait le film, les bijoux vintage, les trucs comme ça, les vieux cadres photos. Oui, mais c'est ça. Moi, j'ai acheté un bracelet vintage une fois et je le porte de temps en temps, mais ma grand-mère était là, mais ça va pas la tête en fait. Tu fais pas ça parce que ça peut être possédé. Exactement. Et c'est marrant parce que je suis très sceptique de nature et assez terre à terre, mais en même temps, j'ai quand même des restes de superstitions qui sont passés de génération en génération. Où, même si j'y crois pas trop, je vais pas tenter le diable. Moi, franchement, quand je vais à Emmaüs, il y a des trucs, je les touche pas. Hein. Je sais vraiment que... Les poupées, les cadres photos, même certains vieux fauteuils où il y a des taches, t'es là, non. Ça, ouais, mais ça pour d'autres raisons. Ouais, voilà. Mais non, mais tu sais que quelqu'un est mort dessus, quoi. Lorraine Warren fait un caméo dans le film. La vraie Lorraine Warren. On la voit dans la scène où les Ed et Lorraine Warren de fiction sont en train de faire leur leçon sur les étapes de la possession. Ah oui. Elle est dans le public. D'accord, ok. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont inspiré énormément de films d'horreur, puisque c'était le couple de démonologues médiums le plus connu. Ils ont sorti pas mal de leurs récits dans les années 70. C'est aussi l'époque à laquelle se passe Conjuring. Et il y a notamment Amityville, qui est un grand classique de l'horreur. Le premier est sorti en 79. Il y a eu un remake depuis. Et c'est une histoire très similaire, sauf qu'en fait, c'est le père de famille qui devient possédé. Donc, il y a pas mal de parallèles avec Shining aussi, parce que c'est toute une métaphore sur la perte de contrôle du père, qui devient un danger pour sa famille alors qu'il devrait être le protecteur. L'histoire d'Amityville, c'est aussi un cas de Ed et Lorraine Warren. Ouais, mais ça m'étonne pas qu'ils aient été aussi populaires, parce qu'en fait, c'est fascinant ce qu'ils font. Et en même temps, ça effraie pas le grand public américain, parce qu'ils sont très propres sur eux, quoi. Ce que je trouve très intelligent, c'est qu'il y a une scène où on voit les Warren dans leur activité quotidienne et ils se rendent chez un couple qui pense que leur maison est hantée. Et en fait, Ed Warren leur dit c'est juste les tuyaux de votre grenier qui font du bruit avec la condensation. Et il dit en fait, dans la majorité des cas, il y a une explication rationnelle et il n'y a pas du tout d'histoire de fantôme. Oui, et ça, c'est malin. Oui, parce que ça les crédibilise carrément et ça fait pas arnaqueur du coup. Mais il y a quand même un truc qui t'a un petit peu bloqué. Dans ce film, ça a fait ressortir ta nature sceptique. C'est un film pour anti-vax, hein. Pourquoi? Ah bah ça, c'est pas de croyance. That's right. What does that mean? A very powerful demonic has latched itself. Mais il y a trop de dieux là, faut arrêter avec Dieu.
Pour le coup, j'avais adoré l'aspect très catho de L'Exorciste, mais je l'adorais aussi parce qu'il y avait un côté provoque dedans et que je trouvais qu'en même temps, ça servait vachement le catholicisme, enfin l'Église catholique dans la façon dont ça dépeignait le prêtre et la force de la foi et de la transcendance et du surnaturel, quoi. Là, en fait, je trouve que le film n'a aucun discours critique là-dessus, quoi. C'est pas du tout le propos du film, ce que je comprends totalement. Mais comme les héros qui viennent sauver sont des figures de Dieu et qu'il n'y a pas de regard un peu distancié sur ça, ça m'a un peu plus dérangée. Après, je trouve que dans le film, c'est pas dérangeant sur le long terme. C'est juste au début, quand on comprend que, c'est un peu un couple de goody two shoes qui vont à l'église tous les dimanches. J'étais un petit peu déçue, mais bon. Après, tu as tellement crié que tu as oublié Voilà. toutes tes réserves. Tu trouves que le film a un message conservateur quand même ? Oui, déjà pour ça. En fait, c'est très américain, je pense, dans sa façon de... Enfin, les personnages sont très américains. Le couple de chasseurs de démons, c'est vraiment la figure de l'Amérique parfaite, quoi. C'est-à-dire, c'est le couple blanc, très propre sur lui, beau. C'est l'espèce d'idéal américain tel qu'il se le représente, qui est capable de combattre les démons grâce à Dieu. Donc, il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Et ce que j'ai pas trop aimé, en fait, bon, je veux bien que ce soit le vrai dossier, machin et tout ça, mais tout le discours autour de la maternité, de la sorcière... Alors après, bon, on sait très bien, là, on est un peu lassé par toutes les histoires de sorcières et la façon dont on se réapproprie le mythe de la sorcière à travers un prisme féministe. Mais en même temps, c'est vrai, on sait très bien que les sorcières de Salem, les femmes qui ont été brûlées ou pendues car considérées comme sorcières, c'était pas des sorcières. C'est-à-dire que c'était des femmes qui dérangeaient parce qu'elles étaient... vieilles filles, célibataires, à la marge de la société, ou qu'elles avaient eu une attitude qui était considérée comme déplacée ou des choses comme ça, parce qu'elles dérangeaient l'ordre social. Et là, en fait, l'histoire de base du fantôme d'origine, c'est que c'était une sorcière de Salem qui avait sacrifié son nouveau-né pour Satan et qui avait fini par se pendre ou qui avait été pendue, quelque chose comme ça, et qui du coup hante toutes les femmes qui habitent ces lieux pour les forcer à tuer leurs propres enfants. Et ça m'a un peu dérangée parce que je trouvais que ça surfer sur cette histoire sans aucune distance là-dessus, quoi. Ça reprend totalement le mythe des femmes qui servaient Satan alors qu'on sait très bien que c'était pas la réalité. Comme on est dans l'ordre du surnaturel et comme on est dans l'ordre aussi des croyances religieuses, on rentre aussi dans les clichés sexistes qui peuvent rentrer dans ces croyances religieuses. C'est-à-dire que forcément, l'esprit mauvais d'origine, c'était une femme possédée par Satan qui avait tué son enfant, quoi. C'est marrant, c'est pas ce qui m'a choqué le plus. Par contre, la partie conservatrice du film qui me plaît le moins, c'est par rapport à la mère de famille qui est dans la maison au moment où on voit le film, qui commence à être possédée aussi, et donc qui devient un peu la méchante ou l'antagoniste pendant la dernière partie. Et la manière dont Lorraine Warren lui permet d'être exorcisée après toute une procédure d'exorcisme, etc., où ils disent « va des rétro satanas ». C'est vrai. Ouais. C'est qu'elle pose sa main sur le front de Caroline, donc la mère, et lui dit « pensez à vos enfants, repensez à cette journée sur la plage avec vos enfants, c'est toute votre vie, vous pouvez pas faire ça ». Et donc il y a vraiment un truc où en gros c'est sa maternité et son amour pour ses enfants qui va la sauver. Et après je veux bien croire, je suis pas mère, peut-être que, enfin voilà, ça me touche différemment aussi à cause de ça, mais là j'avoue que je sens le message très conservateur de en fait c'est la famille nucléaire et la maternité qui va sauver un petit peu le destin de cette famille, quoi. Ça m'a moins choquée parce qu'en fait elle veut tuer ses enfants, donc l'autre lui dit rappelle-toi qu'ils sont gentils. Oui, mais on a vraiment c'est le moment aussi du film que je trouve le moins intéressant visuellement, c'est-à-dire qu'il y a un flashback où on la voit au soleil avec ses enfants jouer sur la plage et c'est très sentimental. Les deux ancrages en fait de ce film, c'est deux familles traditionnelles américaines qui en plus se retrouvent et s'entendent hyper bien, qui ont les mêmes valeurs et qui partagent aussi cet amour de la famille traditionnelle et des codes traditionnels, quoi. Après c'est les années 70 mais Oui, c'est ça, c'est-à-dire que même pour les années 70 en fait ils sont plutôt rock'n'roll. La famille Perron, ils disent qu'ils croient pas trop en Dieu, enfin qu'ils sont pas très pratiquants. Les autres, bon, c'est des démonologues, donc en réalité pour les années 70 ils sont pas hyper conservateurs. Mais c'est vrai que nous, on le
le voit à notre époque, on se dit, bon, surtout dans le genre de l'horreur, en fait, il y a eu d'autres films qui ont eu des messages beaucoup plus radicaux. Même si, voilà, je pense qu'il y a quelque chose, en fait, sur l'anxiété de l'absence du père qui est présent dans ce film. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux personnages, au-delà du fait que, bon, il y a quand même beaucoup de personnages féminins dans le film, toutes les filles, tous les enfants, c'est des filles, mais les deux personnages principaux qui mènent vraiment l'action, c'est les deux femmes, c'est la mère et Lorraine Warren. Oui. Ed Warren est un petit peu le plus gentil des deux, le plus coolos. Oui, puis surtout, il n'a pas le don de médium que sa femme a, quoi. Donc, Ouais. Mais c'est marrant, moi, je l'ai pas vu, le truc sur l'absence du père. Enfin, comme tu l'as dit pendant le film, ça m'a fait marrer. Mais je l'ai pas senti comme ça parce qu'il est pas absent beaucoup. Il est très présent, au final. Il est absent que pendant la nuit où tout dérape avant Oui, que... non, c'est ça. Non, mais je pense que je tire un peu un fil. C'est un peu capillotracté, mais c'est plus justement le film joue sur ce qu'on imagine comme des figures rassurantes, et ça peut être la mère qui est possédée, mais c'est aussi le père qui prend pas très au sérieux la menace au début ou qui s'éloigne et qui les laisse toutes seules pendant une nuit. Forcément, dans un film comme ça qui représente cette époque-là, Oui. il y a une réflexion Mais sur c'est l'unité marrant, familiale. c'est que la famille parfaite est menacée par l'esprit d'une femme dérangée, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Non, mais c'est ça qui m'a pas trop plu dans le message, et puis surtout le truc des sorcières de Salem. Enfin, je trouve ça toujours un peu énervant, la réutilisation de ce mythe de façon aussi conservatrice et traditionnelle, quand c'est la réalité des choses. Ce qu'il faut retenir de ce film, c'est qu'il t'a vraiment éprouvé. Oui. En fait, après toutes les séquences nuit après nuit, une fois que les Warren arrivent, ça continue. Hein, et il y a beaucoup. Et puis après, le démon, il va posséder les Warren chez eux et menacer leur fille. C'est beaucoup. Ils étaient tranquilles dans leur maison, qui est pas hantée. Et là, maintenant, elle est hantée parce qu'ils sont allés aider des gens. Et quelle idée d'acheter un médaillon. Faut arrêter avec les escaliers, hein. Ils ont jamais de maison de plein pied dans les... C'est clair. Dans les films d'horreur. C'est vrai, ça. C'est clair, t'as grave raison. Non, mais c'est... non, mais c'est vrai, ça. C'est-à-dire, il y a toujours des plans, mais en fait... Ça, c'est l'Exorciste, hein. L'Exorciste et Halloween. Et Halloween aussi, ouais, parce que vraiment, il y a les deux où les plans des escaliers sont hyper mémorables. Et là, c'est vrai qu'on le retrouve à chaque fois, quoi. Ouais. Après, C'est ça marche un très bien. classique. Ouais. Parce qu'on a peur de tomber aussi dans les escaliers. Exactement, d'ailleurs, ça arrive à la pauvre Caroline. À la fin du film, il y a un exorcisme. On n'en a pas trop parlé parce que je trouve que c'est pas une des séquences les plus réussies en termes de peur. Ah non, moi, ça m'a pas fait peur, ça. Parce que justement, c'est le côté, on arrive à la fin, et puis, de toute façon, les exorcismes, on l'a déjà vu, ça me fait pas trop peur. Mais c'est pas comme ça qu'on exorcise un démon. Non, mais les trucs hantés où ils se cachent et tu sais pas où ils sont, ça fait vachement peur. Une fois que tu sais que c'est la mère qui est possédée, Oui. Tu sais que c'est elle, quoi. Oui, et ça terrifie les gens qui ont très peur de voir une gentille mère se mettre à crier et faire « nia, nia ». C'est vrai qu'il y avait ça. Non, ceci dit, le moment qui est assez effrayant, c'est quand elle fait sa sieste et qu'il y a le démon qui apparaît au-dessus d'elle. C'est à ce moment-là qu'elle est possédée. C'est... parce que le démon lui vomit une espèce de sang pâteux dans la bouche. Ah, c'est ça, le vomi, oui. Voilà. Il faut toujours qu'il y ait un petit peu de vomi dans un film. Oui. Sinon, c'est pas très intéressant. Je voulais finir par te dire qu'il existe un Conjuring Cinematic Universe. Comme Marvel. Comme beaucoup de films que je t'ai montrés depuis le début de cette saison, c'est un film qui a eu un énorme succès financier, qui s'est fait avec des moyens tout à fait corrects et qui a ensuite lancé une énorme franchise. C'était le cas de Saw, qui était aussi le premier film qui a fait connaître James Wan, même s'il n'a pas participé au reste des films de la saga, alors que pour le coup sur Conjuring, il est très présent. Il y a eu plusieurs films Conjuring, inspirés de différents cas étudiés par les Warren, mais il y a aussi eu plusieurs films Annabelle. Oh non. Du coup, à chaque fois, il y a Patrick Wilson et Vera Farmiga dedans ? Non, ils sont dans le deuxième Conjuring et ils sont dans un des films Annabelle, mais ils sont pas dans tous les films. Il y a aussi eu plusieurs films La Nonne. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Ouais, et en fait, La Nonne, c'est un personnage qui apparaît dans le deuxième film Conjuring, qui fait vraiment très peur. J'ai eu du mal à finir ce film, tellement il me faisait peur, je faisais que faire pause, en fait. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais j'ai souvent parlé dans ce podcast et ailleurs d'un site internet qui s'appelle Where's the Jump, qui donc répertorie tous les jumpscares dans tous les films d'horreur pour savoir exactement où est-ce qu'on va sursauter. Et donc, c'est mon meilleur ami. À chaque fois que je regarde un film d'horreur, je me spoil en avance et je regarde à quel moment il faut que je baisse le son. C'est vrai ? Ouais.
Ah bah du coup, tu triches aussi. Oui, mais D'accord. parce que je suis une poule mouillée. Et en fait, c'est un site qui est très bien. Ils ont aussi des articles. Enfin, tout est bâti autour des films d'horreur et des jumpscares. Et ils ont des classements des films qui ont le moins de jumpscares et des films qui ont le plus de jumpscares. Et Conjuring est un des films les plus forts en jumpscares. Et Conjuring 2 en a le double. Genre Conjuring 2, il y a 46 jumpscares. Mais ils sont mérités? Franchement, de ce que j'ai vu, oui. Enfin, en fait, c'est ça qui est vraiment impressionnant. J'ai pas vu tous les films de la saga parce que ça me fait vraiment trop peur, donc je prends mon temps. Mais je trouve qu'il y a toujours quand même... Enfin, on sent qu'il y a la patte de James Wan et que, honnêtement, Conjuring, je pense que ça reste la référence, mais on sent qu'en termes de réalisation, en fait, c'est quand même beaucoup plus malin que beaucoup de films d'horreur qui sont faits à l'heure actuelle. C'est-à-dire que c'est vraiment les angles de la caméra, t'en as parlé, quoi. C'est-à-dire que la manière dont il joue sur ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, la manière dont il oriente ton regard, où en fait, il y a un personnage qui regarde dans une direction, donc forcément, instinctivement, on va regarder dans la même direction. Enfin, il sait vraiment comment jouer avec notre rapport physique au film. Et donc, les jumpscares fonctionnent très bien à cause de ça. Il y a aussi eu un autre film qui s'appelle La Malédiction de la Dame Blanche, La Llorona, qui est aussi inspiré de l'univers Conjuring. Et il y en a encore un qui s'apprête à sortir là, en 2023. Donc vraiment, si tu as aimé... Non, mais je vais pas regarder ça toute seule. Bon, le petit flippomètre, est-ce que tu as eu peur? Oui, c'est un 9,5 sur 10. Nice. C'est le plus élevé jusqu'à maintenant. Je suis très contente. Je mets pas de 10 sur 10 parce que je me dis qu'il y aura peut-être pire, mais c'est presque un 10 sur 10, quoi. Il y aura peut-être pire, mais je pense honnêtement qu'il se situe quand même très très haut en termes de peur et de jumpscare. Avant de finir, je voulais remercier Taous Merakchi, qui est celle qui m'a recommandé de voir ce film à un moment où j'écrivais justement sur les films d'horreur et je lui disais j'ai que des vieux classiques, je suis en train de monter une liste dans les trucs qui sont sortis il y a quelques années, qu'est-ce que tu me recommandes? Et elle m'avait dit The Conjuring, c'est vraiment très bien, je crois que j'avais fait ça en 2015-2016, donc ça faisait quelques années qu'il était sorti et je me méfiais instinctivement parce que je me disais les films d'horreur en ce moment, honnêtement, c'est que des jumpscares à la con. Et c'est elle qui m'a dit non, The Conjuring, c'est de la qualité, donc merci à elle, puisque sans elle, je n'aurais pas vu ce film. Merci de nous avoir écoutés. Merci Marie. Merci Anaïs. Si vous voulez voir ou revoir Conjuring, les dossiers Warren, le film est disponible à la location sur Amazon, Canal+, etc. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Dans le prochain épisode, Marie va me faire découvrir Chungking Express de Wong Kar-wai, un classique que j'aurais dû voir il y a déjà longtemps. Et qui est disponible à la location sur Prime Video et sur Canal. Si vous découvrez ou redécouvrez ces classiques du cinéma en même temps que nous, évidemment, partagez vos impressions sur les réseaux sociaux, on lit tous vos commentaires et on adore ça. Et si vous n'en avez pas marre de nos voix, n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, PIC TV, où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. Et vous pouvez évidemment nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et on vous laisse avec la chanson In the Room Where You Sleep du groupe de Ryan Gosling qui s'appelle Dead Man's Bones. C'est une chanson qui est utilisée dans Conjuring et franchement j'adore cet album et c'est bien trop rare d'entendre cette musique au cinéma, donc je vous laisse savourer. I saw something sitting on your bed. I saw something touching your head in the room where you sleep, in the room where you sleep, where you sleep. On a quelques bonus, évidemment, puisqu'on n'a pas arrêté de réagir pendant ce film. Il y a un moment où on était très attendris quand même par l'histoire d'amour de Ed et Lorraine, qui sont un peu au tipi. Comme toujours, ce ne serait pas un film d'horreur sans les astuces de Marie pour combattre les démons. Et pourquoi ils brûlent pas juste la maison? Parce qu'ils l'ont acheté, ils ont envie de vivre dedans. C'est pour ça qu'on dort toujours sous un drap au moins, même en été. Pour éviter les fantômes qui nous font les pieds. Bah oui, faut pas que les pieds soient traînent. C'est très connu. Non, mais en vrai, moi, j'ai vraiment du mal à dormir avec rien sur moi parce que j'ai moi l'impression aussi. qu'on va m'attaquer, quoi.
Oui, alors les personnages étaient surpris par l'apparition des fantômes, mais pas toi. Oh là là. Mais c'est le fantôme de la maison. Et le dernier, c'est mon préféré. J'ai peur. Voilà. C'est vrai. Un bon résumé de ce film.